Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Les pays de l'Union européenne ont formellement adopté ce jeudi un 19e paquet de sanctions contre la Russie comprenant une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié, le GNL russe. Le texte prévoit également un nouveau mécanisme visant à limiter les déplacements des diplomates russes au sein de l'Union européenne. Les États-Unis, de leur côté, annoncent des sanctions contre les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil. Pendant ce temps, la rencontre entre les présidents des deux pays est tout simplement reportée. Ces conversations avec Vladimir Poutine ne vont nulle part, a jugé Trump. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, Nicolas Merkovitch, essayiste, auteur et militant humanitaire, expert également en géopolitique, qui nous rejoint depuis donc Paris. Merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Également, Karine Béché-Golovko, docteur en droit, professeure donc à l'Université d'État de Moscou. Madame Karine Béché-Golovko, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Alors pour commencer avec vous, nous allons dire que pour tenter de comprendre un petit peu ce qui se passe réellement aujourd'hui dans ces développements du conflit en Ukraine face au foisonnement des événements, d'abord, comment faut-il comprendre l'attitude de Trump face à la question ukrainienne? Tantôt, donc, il adopte la thèse européenne et tantôt, il la rejette. Comment doit-on comprendre aujourd'hui le fait qu'il dit que de toute façon, les négociations avec Trump ne vont nulle part et que le sommet soit retardé? C'est effectivement extrêmement significatif parce que si quelqu'un veut vraiment essayer de pacifier une situation et un conflit, il essaye de le résoudre à la source. Or, après le coup de téléphone avec Vladimir Poutine, la première déclaration de Trump a été de dire, en fait, on arrête les combats, on fait un cessez-le-feu, et puis on s'arrête sur la ligne de front et on verra plus tard, l'histoire jugera. C'est une position qui est absolument inacceptable pour la Russie, ce que d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères Lavrov a rappelé en disant que la position de Vladimir Poutine sur la question du règlement du conflit en Ukraine était extrêmement stable et avait été formulée de nombreuses fois. Il s'agissait avant tout de régler le problème à la source, c'est-à-dire pas de geler le conflit pour mettre en place des conditions plus favorables aux globalistes et le reprendre plus tard, ce qui avait été le cas en Syrie par exemple, oui. Mais réellement de régler l'origine, ce qui oblige à prendre des mesures beaucoup plus importantes qu'un cessez-le-feu. Or, nous voyons que finalement la position de Trump est, malgré l'espèce de chaos médiatique derrière lequel il essaye de le cacher tant bien de mal, est une position extrêmement simple, extrêmement claire. Il essaye simplement par la voie diplomatique d'arrêter l'armée russe, puisque l'armée atlantico-ukrainienne ne peut pas arrêter l'armée russe sur le front. Nous voyons que l'armée russe avance. Comme la Russie ne joue pas le jeu, dans ce cas-là, il n'y a objectivement, et pour une fois il dit presque ce qu'il pense, il n'y a aucune raison d'organiser cette rencontre avec Vladimir Poutine. Il attend donc de voir que la Russie soit ait un peu peur, soit s'affaiblisse. C'est pour ça que l'on voit en parallèle le renforcement de l'armement du front, d'une part avec l'augmentation des ventes des armes américaines et à l'OTAN et aux pays européens, et d'autre part l'adoption de sanctions. Et lorsque l'on lit le décret présidentiel sur le sujet, c'est clairement marqué pour conduire la Russie, à négocier, donc à s'asseoir et à accepter cessez-le-feu, et deux, pour fragiliser ce qui est appelé la machine de guerre dans ce décret. On ne peut pas dire que ce soit le comportement d'une personne particulièrement pacifiste. Ben justement, est-ce que, bon, on va dire que certains observateurs, suite à l'annonce de Trump, disent qu'il aurait pris ces sanctions contre, bien sûr, les deux compagnies très connues, donc de gaz et de pétrole russes. Il les aurait pris à contre-cœur. À quel point cette thèse est-elle valable, Golovko ? Je dirais que de toute manière, ça n'a strictement aucun intérêt de savoir qu'il le fasse en partant la fleur au fusil ou qu'il le fasse en traînant la patte. Il est président. Donc, ce qui est important sont ses actes. Et dans ces actes, ce sont des actes d'une personne qui fait pression non pas
pour équilibrer une situation, mais qui fait pression, sur son ennemi pour que cet ennemi capitule. Je ne sais pas très bien quelle pression réellement il exerce sur l'Ukraine, mais en attendant, on voit que le soutien financier et l'armement continuent, il continue à partager le renseignement militaire, que les instructeurs sont toujours sur place. Autrement dit, s'il y a une quelconque pression qui est exercée sur l'Ukraine, elle est uniquement verbale et uniquement devant les caméras. Or, ce qui compte pour un président, ce sont les actes, parce que c'est une institution. Très bien, justement. Je me tourne vers vous, Nicolas Mirkovitch, justement, parce que au début, on avait quand même l'impression, avec la venue de Trump, qu'il essayait tout pour essayer un petit peu d'apaiser la situation. On a vu même que les Européens n'étaient pas très contents du fait que Trump montre autant d'enthousiasme à régler ce dossier ukrainien sans disons, leur participation directe. Aujourd'hui, quand même, il y a une sorte de marche arrière de la part de Trump, mais il y a aussi des sanctions. Donc, il se joint finalement au même procédé que celui de l'Union européenne qui a donc décidé ce jeudi d'entamer, ou qui a annoncé en tous les cas l'entame de son 19e paquet de sanctions sur la Russie. Oui, je pense qu'il faut distinguer Trump et son entourage. Je pense que Trump, au fond de lui-même, aimerait négocier la paix avec la Russie. Il avait dit pendant sa campagne qu'en 24 heures, il réglerait ça. Mais il est maintenant, ça c'était pendant qu'il était en campagne, il est maintenant de nouveau président des États-Unis, il sait comment ça se passe. Et l'entourage américain, le complexe militaire industriel, la haute administration américaine, elle veut cette guerre avec la Russie. Et n'oublions pas que ce sont les États-Unis qui ont créé cette guerre, qui ont créé cette situation. Malheureusement, Donald Trump se retrouve un peu dans le rôle du pompier pyromane. Il voudrait sortir de cette guerre, mais l'entourage, je pense globalement que Trump voudrait sortir de cette guerre parce que c'est un bourbier. Les Américains, en organisant le coup d'État en 2014 en Ukraine, ont cru qu'ils allaient pouvoir mettre de force l'Ukraine dans l'orbite atlantiste et ne s'attendaient pas à une résistance de la Russie qui ne pouvait évidemment pas accepter des forces d'une armée radicalement hostile à la Russie comme l'OTAN sur sa frontière. La Russie, non seulement s'est défendue, elle a récupéré la Crimée et là maintenant, aujourd'hui, elle est en train de progresser militairement, pas contre l'armée ukrainienne, comme l'a dit Mme Béché-Golovko, mais contre des soldats de l'armée de Zelensky, financés, appuyés, conseillés, aidés par l'OTAN. Et donc, les États-Unis veulent s'en sortir parce que ça donne une très mauvaise image des États-Unis. Ils sont en train de perdre. Ils ont d'autres objectifs, à mon avis, du côté de l'Asie, du côté de la Chine. Et la Russie représente vraiment un fil à la patte dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et Trump a comme mission d'essayer de sortir par le haut. Et il voudrait, je pense, il rêve de signer une espèce de paix où les deux parties pourraient s'en sortir, mais il n'écoute pas la demande des Russes, et qui ont été très clairs depuis le début. Vous savez, je ne pense pas que Vladimir Poutine s'est réveillé un jour en disant « je vais envahir mon voisin ». Les Russes avaient des bonnes raisons d'être inquiets de cette transformation de l'Ukraine en base arrière, en base première ligne de l'OTAN, avec une mentalité radicalement anti-russe à travers la résurgence du bandérisme et d'une mentalité d'une politique d'aspiration nazie au sein de la société ukrainienne. Les Russes ont dit qu'ils voulaient que l'Ukraine ne rentre pas de l'OTAN, que l'Ukraine demeure un territoire, un pays neutre. Et aujourd'hui, la Russie demande évidemment à ce que les 4 territoires qu'elle a annexés, ou en tout cas avec lesquels elle s'est la réunifier, demeurent dans le giron russe. Et je pense que si les États-Unis n'écoutent pas ça, ils ne pourront pas trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça que cette réunion ne voit pas le jour. Je pense que les Américains pensent qu'ils vont pouvoir séduire Moscou. Je pense que Moscou a été clair. Et à partir du moment où ils sont allés jusqu'à la guerre, ils iront jusqu'au bout de leur objectif. Oui, il semblerait, Karine Béché-Golovko, que les deux grandes firmes de gaz et de pétrole russes qui ont été donc affectées, Rosneft et Lukoil, la réponse de Poutine, disons que c'est très contre-productif donc d'avoir ce genre de mesures et que cela, en tous les cas, n'affectait pas son économie. Est-ce que réellement ça n'affecte pas l'économie russe aujourd'hui, qui a réellement besoin, disons, d'argent pour continuer justement dans son effort militaire? Alors oui, je voudrais juste, si vous permettez, en une phrase, rebondir sur ce qui a été dit. Nicolas. Disons que
l'armée atlantico-ukrainienne et les États-Unis à leur tête ne sont pas confrontés tout d'abord à l'armée russe, ni à une réaction de la Russie. Ils sont tout d'abord confrontés à une population ukrainienne résistante et activement résistante. C'est pour ça qu'il me paraît difficile de reprendre la logorée atlantiste des médias que l'on a en France et de parler d'annexion. Il s'agit justement de référendums qui ont été plusieurs fois exprimer la volonté populaire de ces populations. N'oublions pas quand même qu'à Odessa, les gens sont morts parce qu'ils voulaient justement rentrer en Russie et que ça a été écrasé dans le sang. Donc, juste pour rappeler quand même certaines choses, et c'est justement le gros problème des États-Unis, c'est qu'ils sont obligés de travailler avec la population locale ukrainienne pour essayer de leur faire oublier qu'ils sont russes, et ils ont quand même beaucoup de mal. En ce qui concerne les conséquences et l'impact économique possible, alors, le président a effectivement déclaré que l'impact sera minime. Il a reconnu qu'il y aurait un impact, mais celui-ci serait minime. Les sanctions européennes sont également, elles aussi, importantes puisque d'ici 2027, normalement, il ne doit plus y avoir d'importation de gaz russe. Or, cela... Voilà, liquéfié, cela correspond à peu près encore à 19%, si je ne m'abuse, justement, des importations européennes. Donc, nous sommes effectivement dans un rapport de force et l'on voit que ici encore, l'économique, finalement, ne détermine pas tout. C'est-à-dire que le choix politique est dominant et l'économie va devoir suivre et s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté politique d'aller jusqu'au bout parce que le combat en Ukraine est un combat existentiel pour les élites globalistes autant que pour la Russie, c'est pas l'Afghanistan. Et si elles perdent en Ukraine, les élites globalistes risquent leur existence. Donc, elles ne peuvent pas se permettre de sortir du jeu, elles ne peuvent se permettre que d'éliminer l'ennemi dans la vision de la Russie comme sujet politique souverain. Oui, justement. Alors, il semblerait que les sanctions n'ont pas juste touché la Russie, puisque de toute façon, même la Chine est visée par ce paquet de sanctions. Et d'ailleurs, Pékin qui a montré et a exprimé son opposition face à ces sanctions américaines contre le secteur pétrolier russe, mais également contre 12 entreprises chinoises accusées d'aider justement la Russie à contourner ces sanctions occidentales. Donc le feu est ouvert sur pratiquement la Russie et la Chine, Nicolas. Oui, bien sûr, c'est une vieille méthode américaine, elle n'est pas nouvelle. Dès que les États-Unis hantent un pays dans la ligne de mire, ils appliquent des sanctions qui appauvrissent et qui font mal. Les sanctions américaines, atlantistes, appliquées contre la Russie, contre des personnes russes, contre des sociétés russes, se calcule. Je pense qu'on en est à 30 000 aujourd'hui. Évidemment que ça fait du mal à l'économie russe, il n'y a pas de doute. Personne ne peut dire que ça ne fait pas de mal à l'économie russe. Pour autant, l'économie russe a montré beaucoup de résilience, une capacité de résister, parce que la Russie, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est pas l'ex-Yougoslavie, ce n'est pas l'Irak. Donc la Russie a été capable de développer des économies parallèles, des nouvelles négociations commerciales, des nouvelles routes d'exportation de ses biens, des nouveaux marchés d'importation. Et donc, je pense qu'elle a surpris tout le monde par sa capacité de résistance. Mais on voit aussi que les atlantistes, eh bien, ils appliquent des sanctions, ils n'arrêtent pas d'en appliquer, ils sont obligés d'en appliquer à d'autres pays. N'oublions pas que Trump menace l'Inde, la Chine, d'autres pays qui travaillent avec les États-Unis, avec la Russie ou qui importent des biens russes. Ça montre à quel point le camp atlantiste est désespéré. Donc, à chaque fois, je pense que les atlantistes appliquent ces sanctions. Les Russes et leurs alliés, leurs amis, arrivent à trouver des méthodes de contournement. Donc, il y a ça handicape l'économie dans un premier temps, mais au bout d'un moment, ça peut renforcer l'économie. N'oublions pas que la Russie, depuis les sanctions, a développé une partie de son économie dans laquelle elle était importatrice et où maintenant elle est devenue exportatrice. Et donc, si on prend des filières agricoles, il y a des produits, par exemple, que la Russie importait de la France avant. Non seulement la Russie n'importe plus de la France, elle a lancé sa propre production et maintenant elle concurrence les produits qui sortent de France sur d'autres marchés. Donc, s'il y a un effet boomerang de ces sanctions qui viennent sanctionner une partie de l'économie russe, oui, je le répète, mais également les pays qui appliquent ces sanctions, qui ne font plus d'économie avec une des premières puissances mondiales, et en tout cas la première puissance mondiale en ressources naturelles connue à ce jour. Donc, c'est un effet qui fait du mal à l'ensemble de l'économie mondiale.
Très bien, Nicolas. Alors, Karine Béché-Golovko, justement, on a l'impression que c'est beaucoup plus Zelensky qui rage le plus parce que juste après son retour des États-Unis où il a rencontré Trump, il a demandé est-ce qu'il soit justement fourni en armes et en missiles de croisière Tomahawk. Il avait dit à son retour dans son pays que les Occidentaux devraient renoncer aux tentatives d'apaisement envers Moscou et plaider pour plus de soutien, c'est-à-dire pour plus d'hostilité. Il ne semble pas être vraiment pour la paix, Zelensky, Karine. Zelensky, je ne sais pas dans quelle mesure il est autonome, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à le voir en grand président qui prend lui-même les décisions et qui serait à la tête d'un État souverain. L'Ukraine est un État fictif qui est en fait maintenant un champ de bataille et n'est plus un État. Donc, on verra déjà ce qu'il en restera à la fin de son conflit et ce qu'il en restera finalement quelque chose, parce que il semblerait qu'il y ait d'autres voisins qui regardent aussi leurs anciens territoires avec envie. En ce qui concerne les Tomahawks, soyons réalistes, c'est la ligne rouge que la Russie ne laissera absolument pas du tout passer, franchir. Donc, il est évident que les Tomahawks ne peuvent pas être maniés par les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, c'est la chair à canon qui est envoyée dans les tranchées. Et déjà maintenant, de toute façon, ce ne sont pas eux qui déterminent les cibles, ce ne sont pas eux qui utilisent le renseignement de l'OTAN, etc. Donc, si les Tomahawks sont utilisés contre la Russie, et le but des Tomahawks, c'est justement de frapper en profondeur en Russie, il est évident, en tout cas vu la pratique militaire actuelle de l'armée atlantico-ukrainienne, qu'ils ne font aucune différence entre cibles civiles et cibles militaires. Et deuxièmement, n'oublions pas, comme l'avait rappelé Medvedev à l'époque, qu'une fois qu'un Tomahawk est en vol, on ne sait pas s'il porte une tête nucléaire ou pas. Oui. Donc, la Russie a une doctrine nucléaire et cela imposerait une réponse. Autrement dit, les États-Unis se retrouveraient dans ce cas-là directement considérés comme étant partis au conflit avec un potentiel de conflit nucléaire. Il est évident que dans ce cas-là, les États-Unis ont fait marche arrière parce que les globalistes ne peuvent pas se permettre encore cette confrontation directe, puisque la Russie traîne la patte quand même à reconnaître les États-Unis comme partie au conflit et accepte encore pour l'instant avec de plus en plus de mal et de retenue à faire semblant de croire que ce sont les arbitres d'un conflit qu'ils dirigent, qu'ils mènent et qu'ils financent. Mais si jamais on arrive à la question nucléaire, la question ne se posera plus. Donc, Zelensky joue le jeu qu'on lui fait jouer. Quand il doit se prendre une tarte à la crème, il se prend une tarte à la crème. Quand il est reçu en grande pompe, il est reçu en grande pompe. Mais de toute façon, c'est évident, ça n'est rien d'autre que le commis voyageur qui doit gérer l'approvisionnement du front et il remplit son rôle comme il le peut. De toute façon, il est là pour ça. Justement, la réponse de Poutine a été très claire. Il promet une réponse très forte si des missiles Tomahawk frappent la Russie. Là, ce n'est plus une question d'Ukraine-Russie, c'est une question des États-Unis-Russie. Karine. Tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, Poutine l'avait précisé avant aussi que dans ce cas-là, les États-Unis deviennent partie au conflit. Il est évident que la Russie est patiente. Et Poutine joue l'apaisement parce qu'il n'a pas du tout envie de voir déraper cette guerre, mais ça ne veut pas dire que la Russie va laisser des armes d'une telle puissance pouvoir se rapprocher de la terre russe. Dans ce cas-là, nous entrons dans un autre conflit, ce que Poutine a rappelé aussi, c'est que dans ce cas-là, on change de type de guerre, que pour l'instant, entre guillemets, la Russie n'a pas commencé à se battre. Ça ne veut pas dire que si la menace n'est pas trop puissante, elle ne va pas réellement commencer à se battre. Et je ne suis pas certaine que ni les Américains qui sont très loin et qui finalement s'en moquent un petit peu, mais surtout les Européens qui, eux, sont juste à côté et en tant que vassaux servent complètement les intérêts atlantistes, eux vont se retrouver en première ligne. Eux ne sont absolument pas prêts pour ça. Je ne parle pas qu'en termes d'armée, parce que finalement, quand on réunit toutes les armées des pays européens, on arrivera à constituer quelque chose. Mais je parle d'une motivation, je parle des populations. Les Russes, eux, savent pourquoi cette guerre se conduit. Elle se conduit pour le monde russe. Elle se conduit pour la terre russe, pour les hommes russes qui ont été massacrés par justement les fanatiques en Ukraine qui ont été financés, préparés, armés, tout à fait, après 2014. Donc, les gens savent ce qui se passe, en tout cas ici, en Russie. Je ne suis pas certaine que réellement, en Occident, ils soient prêts à ce genre de guerre.
Voilà, qui finalement éclaircit les choses. Nicolas Mirkovic, il y a la question du Donbass qui revient à chaque fois, qui revient tout aussi dans cette réunion de Bruxelles, justement. Est-ce que vous pensez réellement que, par exemple, le fait d'essayer de convaincre, par exemple, parce qu'on a dit que Trump essayait de convaincre l'Ukraine de lâcher un petit peu le Donbass, parce que c'est ce qui il revient, de faire pression sur Kiev pour renoncer au Donbass. Est-ce que vous pensez réellement que l'idée en soi est réaliste? Oui, de toute manière, n'oublions pas que cette guerre au Donbass a commencé en 2014. C'est ce que disait Karine, oui. Voilà, et oui, l'armée russe a envahi l'Ukraine, mais elle est entrée dans l'est de l'Ukraine et dans le sud, où une bonne partie de la population, si ce n'est la majorité dans plusieurs endroits, a réclamé une intervention russe, parce que, en effet, suite au coup d'État qui a eu lieu en 2014 à Kiev, soutenu et poussé par les Américains, les habitants du Donbass n'ont pas reconnu l'État fantoche qui avait été mis en place et ont demandé l'autonomie, voire l'indépendance de leur propre région. Et ce sont des personnes qui sont de culture russe, qui sont russophones et qui se sentent très proches de la Russie. Vous savez, moi, je vais dans le Donbass quasiment chaque année depuis 2014 apporter de l'aide humanitaire. Je rencontre beaucoup de personnes, même des personnes qui se disent ukrainiennes, mais qui sont russes, parce que l'Ukraine est pour eux une région de Russie. Et c'est l'histoire de cette région qui nous apporte les réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, après plus de 10 ans de guerre, les habitants du Donbass n'ont pas du tout envie d'aller habiter dans une Ukraine où on leur interdit de parler leur langue, où on leur interdit l'église orthodoxe, la leur, l'église orthodoxe historique d'Ukraine. Et donc, le mal est fait. Et là, n'oublions pas que c'est l'armée ukrainienne qui est arrivée, l'armée de Kiev qui a bombardé le Donbass depuis 2014 et qui continue encore aujourd'hui à bombarder des civils. Donc, je pense qu'il n'y a aucune chance que les habitants de ces régions-là veulent retourner dans le giron de Kiev. Et ceux qui voulaient partir sont déjà partis depuis longtemps. Il se pose la question d'autres régions, comme Kherson, Zaporozhye, ou même d'autres régions, aujourd'hui dont on ne parle pas, comme Odessa, où il y a beaucoup de personnes qui sont russophones, qui se sentent très très proches de la Russie, et où il y a un véritable sujet. Ces personnes n'ont pas du tout envie de rester dans une Ukraine qui, pour les mêmes raisons, leur interdit leur identité. Et donc ça, je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'on retrouve une Ukraine aux frontières qu'elle avait lors de son indépendance en 1991. Très bien, Nicolas. Karine Béché-Golovko, juste pour conclure, dernière question donc, brièvement. Est-ce que réellement le Donbass peut constituer une problématique, d'autant plus que cette même région, donc de l'Est, avait, suite à un référendum, émis sa volonté justement de rester dans le giron russe, étant donné toutes les persécutions qu'elle a subies lorsque elle était donc sous houlette, si vous voulez, autorité ukrainienne? Alors oui, c'est un problème pour les atlantistes. Et eux parlent justement du fait que la Russie a envahi, quand justement les populations du Donbass, quand vous parlez avec eux, disent que la Russie les a libérés. Donc tout est une question de point de vue quand même. Oui. Et n'oublions pas que de toute façon, ces terres sont rentrées dans la constitution russe. Or, pour l'instant, si nous ne sommes pas dans un monde global, il semblerait quand même que la volonté des peuples, surtout quand l'État a failli et n'existe plus, ce qui est le cas de l'Ukraine depuis le 2014, qui est un État inexistant juridiquement puisqu'il n'a aucune maîtrise ni de son ordre juridique, ni de sa politique, ni intérieure, ni extérieure, donne la possibilité aux différentes populations de se déterminer. Et à partir de là, les gens ont fait leur choix. Ils sont rentrés en Russie. Et il y a de fortes chances que ça ne s'arrête pas là. Et c'est exactement ce que Trump et les globalistes veulent arrêter. Parce que soit le monde russe existe, et dans ce cas-là, il n'y a plus de monde global, puisque de facto, il n'est plus global. Soit ce monde est global, et dans ce cas-là, le monde russe ne pourra pas exister. Et quand vous demandez aux populations du Donbass, eux, ils plaident pour le monde russe et pour la libération qu'ils attendent par l'armée russe, justement. Merci beaucoup, Karine Béché-Golovko. Je vous rappelle que vous êtes docteur en droit, professeur invité à l'Université d'État de Moscou, que vous étiez avec nous en direct de Moscou. Était avec nous Nicolas Mirkovic, essayiste, auteur et militant humanitaire, expert en géopolitique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement, si Dieu le veut, demain à la même heure pour de nouveaux thèmes de l'échiquier international. Au revoir.